a parlé de pourquoi le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est comment utiliser le Bitcoin. Le Bitcoin a été départagé en ce qu'on appelle des satoshis. Quand même, on a parlé avec, en ce qui concerne le Bitcoin, en ce qui concerne mon expérience avec des scams, parce que j'ai été victime plusieurs fois. Mais je pense que pour le moment, je vais essayer de me tracer et de me retrouver. Comment est-ce qu'on obtient les bitcoins? On parlait toujours de bitcoin. Comment est-ce qu'on peut obtenir des bitcoins? Pour le moment, on vous a donné le temps pour faire vos recherches. On est conscient aussi que on vous a donné le J-Form. On va faire un petit commentaire après. Mais on aimerait on vous a dit de faire des recherches. On a besoin de 2 ou 3 personnes qui nous partagent les résultats de leurs recherches. Donc, c'est qui ont fait les recherches. Vous pouvez nous partager en seulement 10 minutes chacun. Donc, si vous avez trouvé quelque chose, ou bien si vous avez des inquiétudes aussi. Parce que quand vous faites des recherches, il y a une analyse critique qui est derrière. Donc, si vous avez trouvé, on vous donne 10 minutes pour chacun. Pas de recherche. Vous n'avez pas fait de recherche. Donc, okay. Voilà il y a le premier, c'est Clément, non? C'est qui? Jean Darcy plutôt. Darcy Oui. Cove. Voilà une autre personne qui vient gagner un t-shirt. Ouais. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas fait des recherches approfondies, mais j'ai essayé quand même de voir quelque chose à propos de la crypto-monnaie. Oui, la première chose que j'ai regardée, c'est la vidéo sur YouTube en ce qui concerne la crypto-monnaie. J'ai vu que il y a de différentes sortes de crypto-monnaies qui se donnent le nom de Bitcoin, en fait je dirais pour tourner les gens et les éloigner de la crypto-monnaie principale. Ce genre de gens font comment? Ils cherchent à détourner les gens en les amenant dans leur chaîne Telegram, afin de l'exploiter et de les faire penser qu'ils vont gagner de la crypto-monnaie en sous forme de billets ou bien dans leur portefeuille, dans les téléphones. Vous voyez? En fait, c'était juste une sorte de... On les amène dans les Telegram parce que là où il y a la confidentialité totale. Parce que dans Telegram, une personne peut changer de l'identité d'une manière ou d'une autre dans un délai de temps, je dirais indéterminé. Que ce soit 2 minutes, il peut même changer son adresse Telegram. Donc, je voulais dire que tout ce qui se passe dans la crypto-monnaie, il y a le côté qu'il faut voir là où les choses se dirigent. Parce que la crypto-monnaie, les gens peuvent être escroqués d'une manière ou d'une autre en pensant qu'ils vont gagner de l'argent facile, comme le Bitcoin ou bien des autres crypto-monnaies qui ressemblent au Bitcoin, comme l'Ethereum et d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît, pour... Merci. Merci, ça c'est un bon conseil. Il faut fuir l'argent facile. Ok, merci beaucoup. Ok. Merci.
Moi, quand j'ai fait des recherches, et j'ai tombé directement sur notre légendaire Nakamura. Donc, j'ai regardé surtout dans sa carrière. Et puis, j'ai vu aussi ce qu'ils viennent de dire. Les gens qui empruntent le Bitcoin pour attirer des gens. Donc, ils créent des faux cryptos ou bien des cryptos qui ne sont pas, je dirais, donc de valeur. Par exemple, ils prennent le logo du Bitcoin, ils changent les couleurs, ou bien il faut des Batcoin ou Botcoin pour que les gens puissent, donc qui n'est pas dedans dans le domaine, puissent être confus et puis tombent sur leurs choses et puis puissent voler leurs données, leur confidentialité, je dirais. Et l'autre chose que j'ai vu, c'est que donc les bitcoins, même si on dirait que c'est sécurisé et aussi c'est fort, souvent c'est facile à voler, même pas par le web, aussi comme les gens puissent venir voler dans les banques avec des armes. Donc les gens aussi peuvent venir et forcer quelqu'un. Donc quand on sait qu'on en a, et puis aussi les forcer à les renvoyer les freins, même si ça ne peut pas se prendre par les mains, mais peuvent être volés forcément ou bien même aussi technologiquement. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, il ne faut pas s'exposer beaucoup. Une dernière intervention, ou bien s'il n'y en a pas, on peut enchaîner. Mhm. On peut continuer avec les questions. Ok, les questions. En fait, les questions qui sont posées, c'est presque les mêmes. Il y a Darcy qui a commencé à dire quoi. Il y a des scams qui sont là et il y a des personnes qui confondent quoi, le Bitcoin et ces scams. C'est même la question qui est écrite là-bas. C'est beaucoup de gens ont peur de Bitcoin à cause de ce qui est arrivé à Berry. Donc, c'est ce qui utilisait Berry. Et Berry, c'était un scam. Comme je viens de le dire, Providence, il a dit qu'il y a des personnes qui viennent avec des logos qui sont presque similaires à un Bitcoin. Berry, ça a commencé avec B. J'ai vu même un article d'Oyaga où ils ont mis qu'il y a des scams et ils ont publié quoi, une photo où c'est inscrit le logo de Bitcoin. Donc, il faut vous méfier de ces scams parce que les scams, c'est trop dangereux. Et aussi, ce sont des actions qui sont frauduleuses. C'est pas des cryptos, c'est pas le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, on nous a dit que c'est une crypto qui est décentralisée, premièrement, et il y a aussi la transparence qui est derrière, et il y a aussi l'anonymat. Donc, vous pouvez même faire des recherches. Il y a des sites qu'on vous a suggéré comme le mempool quand on effectue une transaction, surtout si ça transite sur le on-chain. On va vous dire ce que c'est le on-chain. C'est qu'il y a la transparence. Vous pouvez aller sur ce site mempool et vérifier si c'est vraiment cette transaction a réellement existé. Donc, il faut vous méfier de ça. Et les scams sont des arnaques. Donc, ils sont comment? Ils sont bâtis sur la pyramide de Ponzi. Donc, ce sont des personnes qui payent. Donc, c'est le premier venu qui appelle les autres personnes et eux, ils investissent. Et ceux qui investissent, la première personne va gagner à partir de ce que les autres, qui ont donc continué à investir, ont mis dans l'investissement. Donc, c'est pyramidal et une pyramide, ça a de la base et ça a quoi? C'est le sommet. Et une fois que vous êtes au sommet, ça s'effondre. Donc, c'est comme ça. Et une autre chose, c'est que la plupart de ces cryptos, il y a plutôt de ces scams, il y a la facilité. Il y a la facilité de lire. Ils disent que vous pouvez faire le trading. Le trading, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais pour les scams, ils vous donnent tout pour que vous réussissez. Donc, ils vous disent que vous allez trader telle heure, vous allez trader telle heure et telle minute. Donc, c'est plus facile. Vous voyez derrière qu'il y a une sorte d'escroquerie. Donc, c'est comme ça. C'est pas si mon ami peut ajouter quelque chose, mais ça évoque cette notion de quoi? Il y a des bitcoins premièrement. Le bitcoin premièrement, il faut savoir. Il y a les altcoins. Les altcoins, ce sont les Ethereum qu'il a dit, c'est d'autres cryptos qui sont pas le Bitcoin. Il y a aussi des scams qui sont derrière. Il y a aussi des shitcoins. Je sais pas si mon ami peut ajouter quelque chose, mais je viens d'essayer de résumer tout ce qu'ils ont dit. Et c'est même la question et les inquiétudes qu'ils ont évoquées. Il y a aussi les risques et quoi. Donc, ça évoque tout ça. Oui. Je peux vous expliquer un tout petit peu comment fonctionnent les scams. En fait, les scams, c'est un groupe de gens qui se mettent ensemble et puis ils s'assurent que dans le groupe, ils sont équilibrés. Il faut qu'il y ait des économistes qui maîtrisent les chiffres qui sont liés aux finances.
faut qu'il y ait des statisticiens qui analysent les chiffres, qui analysent les tendances, qui analysent, je sais pas, qui font des analyses statistiques. Il faut aussi qu'il y ait des psychologues. Des psychologues qui sont là pour envoyer des messages de reconfortation, ou bien d'excuses, des choses comme ça, ou bien qui étudient la façon dont les gens sont en train de raisonner et tout. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des informaticiens qui maîtrisent les codes et puis qui maîtrisent tout. Et puis, ce groupe de gens, ils se mettent quelque part, je sais pas, Malaisie, au Kenya ou je sais pas, et puis ils font un plan de l'escroquerie. Ils se disent, alors, on va monter un montage comme ça, et puis on va mentir les gens comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, ils y mettent en place des statistiques. Ils se disent, lorsque les gens auront mis dans notre scam un tel montant, on va leur envoyer un message comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tout est planifié. Tout est planifié. Ils savent que lorsqu'ils auront atteint un montant quelconque, le système va directement s'arrêter parce que c'est déjà planifié, c'est déjà codé. Et aussi, ils assurent de vendre des rêves aux bénéficiaires ou bien aux victimes, oui. Aux victimes. Ils vendent des rêves aux victimes, mais ils sont conscients dès le début que leurs fonds seront détournés. Et puis, au début, ils s'assurent qu'ils donnent de l'argent, ils donnent des motivations au premier. Ça, c'est un système pour motiver les autres à investir, à mettre de l'argent. Mais ils sont sûrs et certains qu'à un certain moment, ils vont détourner leurs fonds. Et puis, lorsqu'ils récompensent les premiers, ils s'assurent que le montant qu'ils ont prévu de détourner ne soit pas dépassé. S'ils voient que les gens qui entrent dans le système sont en train de diminuer, alors ils se disent, à un certain moment, notre argent sera vidé. Alors il faut arrêter. Donc c'est comme ça que fonctionnent les scams. Donc il faut vraiment vous méfier. Mais au moins si vous connaissez comment ça fonctionne, vous saurez comment vous protéger. Ça c'est très important. Ok, merci à mon ami qui vient de vous donner d'une manière concrète comment fonctionnent les scams. Donc, en résumé, méfiez-vous des autres cryptos ou bien des altcoins. Donc, c'est le Bitcoin qui est conseillé. Donc, méfiez-vous des autres cryptos. Donc, rapidement, on commence avec le programme d'aujourd'hui. On va faire une présentation. Après une présentation, on va faire une petite pause. On va aussi faire quoi? Il y a une séance pratique parce que parmi vos suggestions, vous avez demandé qu'on fasse une séance pratique. On va essayer de faire une séance pratique, faire des transactions, utiliser des wallets et comment avoir la sécurité de ces cryptos. La fois passée, on a parlé de pourquoi le Bitcoin. Aujourd'hui, c'est comment utiliser le Bitcoin. Et la fois prochaine, c'est que doivent faire les Bitcoiners. Donc, on sera tous des Bitcoiners. Oui, la première chose, un jour, quelqu'un a demandé dans nos formations, vous dites qu'il y a 21 millions de Bitcoin. Est-ce que vraiment, nous pourrons partager tous ces 21 millions de Bitcoin? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, il faut beaucoup réfléchir pour trouver la réponse. Bon, le Bitcoin a été départagé en ce qu'on appelle des Satoshi. Un Bitcoin équivaut à 100 millions de Satoshi. Donc, c'est-à-dire que c'est très, très subdivisible. Il n'y a aucune autre monnaie au monde qui peut être subdivisée comme le Bitcoin. Pour le franc, je crois que le plus petit, c'est 1 franc. Pour le dollar ou l'euro, il y a des centimes et tout. Mais pour le Bitcoin, un Bitcoin peut être subdivisé en 100 millions d'éléments qu'on appelle des Satoshi. Donc, bon, ça a été nommé avec l'analogie de son créateur, Satoshi Nakamoto. Donc, il y a des Satoshi ou des Sat. Vous allez voir que dans les boutiques où on vend les produits en Bitcoin, les prix sont en Sat normalement. 1000 Sat, 500 Sat, 2000 Sat, c'est comme ça. Oui, dans les boutiques, on accepte les paiements en Bitcoin. Donc, ça répond à une personne qui a posé la question de savoir, il a dit plutôt que le Bitcoin, c'est pour seulement les personnes qui sont riches, qui sont fortunées. Parce que le Bitcoin actuellement, c'est à $62 000 et quelques.
Donc, comment un Burundais peut utiliser quoi, le Bitcoin? Il vient de vous donner la réponse, c'est que dans un Bitcoin, il y a 100 millions de sats. Donc, c'est fractionné. Alors, on va vous montrer comment on peut faire des transactions de tous ces sats. Donc, c'est par quel canal? On peut continuer avec le deuxième slide. Il y a des canaux. Il y a le on-chain Bitcoin, il y a le Lightning. C'est différent. On va vous montrer juste comment est la différence de ça. Le Lightning, littéralement, c'est le Bitcoin éclairé. Donc, Lightning, c'est éclairé. C'est comme une flash. Et le on-chain Bitcoin, c'est le Bitcoin en chaîne. On va vous montrer rapidement la différence de tout ça. Le Lightning, c'est que, premièrement, c'est pour les paiements instantanés. Donc, c'est trop rapide. Ceux qui utilisent de petites montants, pour une personne qui veut acheter cette bouteille d'eau, il peut utiliser le Lightning. C'est trop rapide. Et deuxièmement, c'est que des frais sont très bas. Parce que c'est 1000 francs burundais, vous ne pouvez pas taxer une personne comme une personne qui utilise un Bitcoin entier. Et après, c'est que les transactions en SAT, c'est que c'est trop rapide et aussi c'est pour des petites dépenses. Donc, c'est pour les petites dépenses quand vous voulez transactionner, quand vous voulez effectuer quoi, de l'achat au quotidien. Et pour le on-chain, c'est moins rapide parce que ça demande des vérifications. C'est on-chain, ça doit transiter sur les chaînes et aussi ça nécessite de la validation. Donc, s'il n'y a pas de la validation, c'est que votre transaction n'a pas tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être faite. Et deuxièmement, c'est que des frais potentiels sont un peu élevés. Et aussi, c'est conseillé pour des personnes qui font des transactions plus de $100. Et aussi, c'est quand vous voulez épargner, c'est le on-chain que vous utilisez. C'est ça, je sais pas si mon collègue peut ajouter sur ça. Oui, j'aimerais juste ajouter un aspect technique sur le Lightning et le on-chain Bitcoin. C'est que pour le Lightning, il faut qu'il y a une seule validation. Une seule validation suffit pour que la transaction ait lieu. C'est pourquoi c'est très direct, c'est très rapide. Il suffit que je vous envoie l'argent, directement vous recevez l'argent. Mais pour le on-chain, il faut plus d'une validation. C'est pourquoi ça dure autour de 10 minutes. Et puis, vous pouvez vous demander pourquoi pour les Lightning, c'est meilleur pour les moins de $100, alors que pour le on-chain, on peut faire des transactions à plus de $100. Il y a des principales raisons. Premièrement, c'est que le Lightning n'est pas beaucoup plus sécurisé par rapport au on-chain. Je pense que vous comprenez pourquoi. Parce que là, il y a une transaction, là, c'est plusieurs transactions. Donc, la machine qui effectue la transaction, même il y a pas vraiment de fortes chances de se tromper. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, lorsque c'est une seule validation, donc, si ça tombe mal, alors que c'était une erreur, il peut y avoir une perte. C'est pourquoi c'est conseillé pour les moins de $100. Et puis, une autre raison, c'est que les plateformes, normalement, de transactions de Bitcoin, normalement, ils fixent eux-mêmes une limite. Une limite parce qu'ils se disent, lorsque les gens vont se tourner tout le monde à Lightning, il faut faire des transactions à 10 000, 20 000, 30 000. Parce que c'est moins cher, ne vont pas gagner beaucoup les transactions. Je pense que vous comprenez pourquoi, comment ça marche. Donc, rapidement, c'est que pour le Lightning, c'est quand vous voulez acheter une chose que prenons dans une boutique. Et pour le on-chain, c'est pour les transactions qui sont un peu élevées. Donc, des personnes qui sont à la diaspora, ils peuvent vous envoyer à travers le on-chain. Parce que le on-chain, c'est là où vous pouvez vérifier, voir la transaction, aller sur les sites comme le mempool et voir la transaction. Donc, pour le on-chain, ça répond à des caractéristiques du Bitcoin. Donc, c'est transparent et aussi anonyme. Parce que vous pouvez vérifier réellement. Avant qu'on continue rapidement, on aimerait accorder la parole à la personne qui a. J'ai vu qu'il a des inquiétudes. Donc, rapidement, vous pouvez poser votre question. Oui, très rapidement. C'était deux inquiétudes. Lorsque vous parlez des propriétés de Bitcoin, j'ai eu des confusions parce que lorsque je faisais des recherches, quelque part on me montrait Satoshi comme propriétaire
Et de l'autre côté, on me disait qu'il n'y a pas de propriété. Puis l'autre inquiétude, c'est lorsque vous disiez des émissions des autres cryptos. Mais moi, lorsque je faisais les recherches, j'ai trouvé une autre crypto, l'Ethereum, qui est un peu similaire, on disait qu'il est similaire au Bitcoin, mais que ces deux cryptos semblent les plus importants, surtout dans les capitaux des boursières. Quelle est la différence alors entre Bitcoin et Ethereum? Merci beaucoup. Ok, merci pour les questions. C'est très important de répondre à ce genre de questions. Donc, la première question, il disait de... C'est par rapport à Satoshi. Ça, je peux répondre. Ah, ok, vous pouvez répondre et moi, je réponds à la deuxième question. Oui. Pour Satoshi Nakamoto, oui, il est le créateur de Bitcoin. Il est le promoteur de Bitcoin. C'est une personne ou un groupe de personnes n'est pas connu. Alors, il n'est pas le propriétaire de Bitcoin. Le Bitcoin est possédé par des utilisateurs. Si moi aussi j'ai des Bitcoins, c'est-à-dire que je suis aussi le propriétaire de Bitcoin et j'ai aussi l'impact sur le Bitcoin. Je peux créer de l'effet sur le Bitcoin. Satoshi Nakamoto ne peut pas décider d'arrêter le Bitcoin. C'est impossible. Parce qu'il a mis à disposition de tout le monde. Il y a quelqu'un qui a demandé dans le GFORM, je pense qu'il va se reconnaître, qui a demandé et si Satoshi Nakamoto était découvert, qu'est-ce qui se passerait? Par rapport au Bitcoin, il ne se passerait rien. Mais par rapport à sa sécurité, il pourrait être menacé. Donc, c'est pas lui qui est le propriétaire du Bitcoin. Il a créé le Bitcoin et puis il l'a mis à la disposition des utilisateurs. C'est eux qui contrôlent le Bitcoin. Donc, il vient même de répondre à la question qu'on avait mentionnée là-bas. C'est la question, il disait que c'est la personne qui est Satoshi, une fois qu'on le prenne, est-ce que le Bitcoin n'aura pas l'impact? Donc, il n'y aura pas l'impact sur le Bitcoin. Donc, il n'y a pas d'impact parce que lui, il a créé ce protocole. Et on nous a dit que à la base, c'est une code source, open source plutôt. Open source, oui. Et au fil du temps, il y a des personnes qui ajoutent des réseaux. Donc, c'est bâti sur les réseaux. Donc, quand vous voulez prendre le Bitcoin, c'est que vous allez prendre toutes les personnes qui utilisent le Bitcoin et aussi les centres de minage qui existent dans le monde, ce qui est pratiquement impossible. Et à la question qu'il a posée, il a posé la question de savoir la différence entre le Bitcoin et Ethereum. Premièrement, c'est que le Bitcoin, c'est le premier crypto qui a existé et sa fonctionnalité, c'est basé sur la technologie de blockchain. À la différence de Ethereum, ça a été créé par une personne, c'est Vitalik, je crois. C'est une personne qui est connue, donc c'est pas décentralisé. Le Bitcoin, c'est décentralisé. Il y a personne qui a créé ça. Plutôt, il y a ces personnes qui ont créé ça, mais c'est pas des propriétaires. Les propriétaires sont des personnes qui utilisent le Bitcoin. Mais par contre, le Ethereum, ça a été créé par Vitalik. Et lui, il est venu avec des innovations comme les smart contracts, des innovations comme, donc il voulait révolutionner ce monde des crypto-monnaies. Pour dire que le Ethereum, c'est le altcoin. Donc c'est une autre crypto, mais qui fonctionne pas comme le Bitcoin parce que premièrement, c'est pas décentralisé. Et les caractéristiques de ces monnaies, les caractéristiques du Bitcoin et des crypto-monnaies, premièrement, c'est la décentralisation. S'il y a une personne qui a créé ça, donc on revient au cas de départ. Donc on revient aux institutions, des institutions qui régulent ça. Quand il y a une transaction, il y a des personnes qui sont derrière, il y a des personnes qui valident. Alors, on peut être contrôlé quand on utilise d'autres cryptos qui sont pas bâtis sur la technologie blockchain. Donc, il n'y a pas la liberté totale, comme on le dit, Freedom, Education et Bitcoin. Alors, on fait une comparaison. Le Bitcoin a été créé en 2008 ou bien 2009 et a pris de la valeur vers les années 2012-2013. Et on a amené des graphes qui comparent le Bitcoin, Visa, PayPal
et d'autres systèmes de transactions qui sont dans l'économie, je dirais, traditionnelle. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est ça. Le volume de transactions annuelles en 2022, c'était de combien? De Bitcoin. Oui, Visa. Visa, c'était de 14 milliards. 14 milliards. Et sachez que le Visa a été créé dans les années 1970. Donc, ça date. Et pour le Bitcoin, c'est déjà autour de 8 millions. 8 milliards. 8 milliards. Il y a 8 milliards. Donc, une monnaie qui a été créée. Donc, vous voyez qu'il y a la confiance, même s'il y a des personnes qui doutent encore. Il y a la confiance. Une monnaie qui a déjà dépassé PayPal. Et PayPal, ça a été créé depuis les années, même si ça a été racheté par Jeff Bezos. Mais ça a été créé dans les années 1900, comme ça. Et c'est le volume de transactions de PayPal, c'est à quel montant? C'est 2,3. Donc, Plutôt, il y a une erreur. OK. Il y a une erreur. Ça s'élève à 2,3 milliards de dollars. Donc, le Bitcoin a déjà dépassé PayPal. On n'a pas dit d'autres systèmes. Donc, je crois que vous connaissez d'autres systèmes financiers traditionnels. On a seulement choisi principalement ces trois et on a comparé, on a trouvé ça sur le graphe. Oui, ça c'est juste une comparaison pour vous montrer l'adoption par rapport au monde. Peut-être ici au Burundi, c'est pas encore connu, c'est pas encore adopté, c'est pas encore utilisé, mais sachez que les autres l'utilisent. Donc vous voyez que ça dépasse déjà de loin PayPal. Bon, bien sûr, Visa c'est compréhensible, c'est bien connu et tout. Mais on n'est pas sûr aussi que ça ne va pas dépasser Visa parce que ça facilite les transactions. Et aussi, c'est moins cher comparativement à Visa et d'autres comme Mastercard. Là, on va apprendre alors les portefeuilles, les wallets que vous pouvez utiliser. Comment vous pouvez conserver vos bitcoins. Oui, pour le fiat, on peut utiliser le wallet normal. Mais pour les bitcoins, comment est-ce qu'on va les conserver? Comment est-ce qu'on va les recevoir? C'est ce qu'on va voir. Ok. C'est intéressant, non? C'est un peu pratique. On va vous montrer comment faire. Et la différence entre les porte-monnaies qu'on utilise avec la monnaie fiduciaire, c'est que c'est une chose que vous pouvez posséder, quoi, qui est palpable. Mais pour les wallets, donc c'est porte-monnaie qu'on utilise avec les cryptos, c'est numérique. On les utilise dans nos smartphones, dans nos ordi, et aussi on les utilise dans des hardware wallets. Donc on peut commencer par la première catégorie des porte-monnaies. Il y a les monnaies dépositaires. Les monnaies dépositaires, ça veut dire quoi? Oui, la première des choses, c'est qu'il y a trois sortes de wallets. Il y a trois sortes de wallets. Qui peuvent être utilisés sur ordinateur ou sur téléphone. Mais il y a principalement trois sortes de wallets. Premièrement, il y a le porte-monnaie qu'on appelle porte-monnaie mobile dépositaire. Porte-monnaie dépositaire, c'est-à-dire que vous pouvez déposer un compte chez un prestataire. Vous pouvez posséder un compte chez un prestataire. C'est-à-dire que il y a une plateforme qui est là, et puis vous pouvez créer un compte chez la plateforme, et là, via ce compte que vous avez créé, vous pouvez conserver, recevoir, envoyer des bitcoins. C'est idéal pour une intégration et une sauvegarde facile par mail. C'est OK pour les petits montants d'au moins $50. C'est-à-dire que pas vos clés, pas vos pièces. C'est-à-dire que vous ne possédez pas à 100% vos cryptos. Bon, c'est pour vous parce que vous avez créé un compte. C'est comme les banques. Ça fonctionne comme les banques. Mais c'est très rapide pour les petites transactions et tout. Et là, il y a Machankura. Machankura, c'est une plateforme de transactions de Bitcoin qui est utilisée principalement pour effectuer des transactions pour les petits téléphones parce que ça utilise les codes de USSD. Ce qu'on utilise pour les limit cash. C'est-à-dire que même avec le petit téléphone, on peut envoyer des messages, on peut envoyer de l'argent avec les limit cash avec le petit téléphone, non? Donc, c'est via la même raison qu'on utilise Machankura. Machankura peut aussi être utilisé pour WhatsApp. On peut utiliser les systèmes de messagerie via WhatsApp
Juste les WhatsApp, vous sélectionnez un et puis ça vient entrer, envoyer et tout. Et puis je peux vous envoyer directement des bitcoins via Machankura, via WhatsApp. C'est une révolution technologique. Vous pouvez posséder vos bitcoins juste via WhatsApp. Il y a aussi Blink, il y a aussi Wallet of Satoshi. Ça, ce sont les wallets dépositaires les plus connus et les plus utilisés, les plus courants. Oui. Ok, c'est ça. En résumé, c'est que pour utiliser ces wallets dépositaires, c'est quand vous voulez utiliser de petites transactions. Donc, quand vous voulez acheter une bouteille de quoi, de Fanta, quand vous voulez acheter quoi. Donc, c'est pour les petits montants, c'est suggéré pour ça. On va continuer rapidement. Donc, ça, c'est un exercice qu'on va faire un peu plus tard. On va continuer plus tard. Le deuxième type de wallet. Il y a aussi des wallets qui sont autodépositaires. Et les wallets qui sont autodépositaires, la différence, c'est que des fois, dans ces portefeuilles, ça vous appartient réellement. Donc, c'est décentralisé. Il y a aucune autre institution qui contrôle ça. Quand vous placez vos montants dans ces wallets, c'est que ça vous appartient. Exemple, c'est quand vous mettez votre photo dans votre galerie de téléphone. Ça vous appartient. Vous pouvez supprimer, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais quand vous postez cette photo sur Facebook, ça vous appartient pas. Parce que les gens de Facebook, ils peuvent supprimer ça. Non? Donc, premièrement, on vous a dit de wallet dépositaire, c'est ce genre de wallet. Quand vous placez vos montants, c'est que vous placez une confiance dans d'autres personnes. Mais c'est pas à dire qu'ils peuvent supprimer. C'est plutôt que cette wallet, il y a des propriétaires. Mais pour les autodépositaires, c'est totalement décentralisé. Donc, ça vous appartient, c'est à vous seulement. Et aussi, une autre chose, c'est que des frais aussi, c'est moins élevé et c'est pour les montants qui sont au-delà de $100. Donc, pour dire que vous pouvez même faire une petite épargne jusqu'à $500. Et ce genre de wallet, il y a Blue Wallet, il y a Moon, il y a Phoenix. Et comparativement aux wallets dépositaires, c'est que pour les autodépositaires, ça garantit la sécurité. C'est trop sécurisé que les wallets dépositaires. Est-ce que ce wallet est hors réseau? Il est hors réseau, ce wallet. Et quoi? Hors réseau. Oui, bien sûr, c'est hors réseau. Ce n'est connecté à aucun réseau. Okay. C'est hors réseau, mais vous pouvez connecter votre ordi et conserver hors réseau. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais entre-temps. Question rapide. Il y a Darcy qui a commencé. Ok, merci beaucoup. Vous venez de dire que si vous perdez ce wallet, c'est comme si les bitcoins qu'il y a là-dedans sont volés. Est-ce qu'il n'y a pas le moyen de connecter encore le code qui était dans ce wallet avec une autre wallet et pour retrouver l'argent? Non. Il n'y en a pas. Sinon, ça ne serait pas sécurisé. Est-ce que si... Non. Prenons que c'est une porte-monnaie comme ça. Ah oui. Est-ce que si vous perdez cette porte-monnaie, est-ce qu'il y a moyen de connecter avec une autre porte-monnaie? Bon, non. Pour récupérer les billets. Que comme c'est... Non, c'est la même chose. Je disais que comme s'il y a les codes que vous avez dans votre ordinateur et que si jamais vous avez encore ces codes-là et que je ne sais pas si par quel moyen vous avez perdu votre wallet, que ce soit lors d'un accident et que vous avez perdu la conscience et que vous vous retrouvez avec ces mots et que vous pouvez utiliser ces mots-là avec une autre nouveau portefeuille et une autre nouveau wallet. Vous comprenez ce que je dis? Oui, je comprends très bien. Les clés là, c'est pour vous aider à vous connecter à ce wallet. Oui. Oui. Donc, ces clés sont, je dirais, sont liées avec ce wallet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous connecter sur un autre wallet pour récupérer les... Non, c'est pas possible. Sinon, ça ne serait pas sécurisé. En résumé, il ne faut pas perdre quoi? Il faut garder jalousement vos clés. Oui. Donc, pas la portefeuille. Donc, les clés. Il faut pas perdre quoi? Vos clés. Parce que les clés, c'est... Sans vos clés, c'est que c'est sans... Oui. Bon, je peux reprendre très directement pour que vous puissiez comprendre. Alors,
les porte-monnaies matérielles, c'est une version avancée des porte-monnaies, des wallets autodépositaires. C'est-à-dire que ce sont des wallets physiques premièrement. C'est-à-dire que vous conservez vos cryptos dans ce genre de wallet. Et puis, lorsque les bitcoins sont là-bas dans ce wallet, c'est-à-dire que vous possédez et vous avez le contrôle total sur ces bitcoins. Vous pouvez y conserver même jusqu'à 1 milliard de dollars, l'équivalent de 1 milliard de dollars, mais en bitcoin. Donc, il y en a pour Trésor, il y en a pour Ledger, il y en a aussi pour... Il y a aussi Nano. Oui, donc c'est ça. Je pense que vous voyez ici. Donc, ça, c'est pour épargner. Et on va ouvrir, on va avec vous montrer. Votre confusion, c'est que il faut différencier les quoi, une portefeuille et les clés. Donc, quand vous perdez les clés, pas vos clés, pas vos pièces. Donc, quand vous perdez les clés, c'est terminé. Il n'y a pas de recours. Donc, les clés, c'est des trucs là à mémoriser, c'est pas des choses qui sont matérielles. Alors, c'était ça. On va faire une petite pause et on va revenir avec le recap de ces wallets. Ok, on peut faire le recap ici même, le récapitulatif. Donc, premièrement, c'est qu'on vous a parlé, si vous voulez tester aussi, il faut aller progressivement. Il ne faut pas commencer avec ces wallets qui sont matériels. Donc, c'est hardware wallet. Il faut commencer par ces wallets qui exigent des montants qui ne sont pas élevés. Donc, des wallets qui sont dépositaires. Et après, les wallets dépositaires, vous pouvez utiliser des wallets qui sont autodépositaires. C'est un peu élevé et vous pouvez faire des épargnes et vous avez des clés et vous vous habituez à épargner avec des wallets. Et après, si vous voulez épargner et sécuriser vos bitcoins, c'est que vous pouvez utiliser ces hardware wallets. Donc, c'est matériel et c'est aussi, ça vous permet aussi de les épargner hors connexion. C'était ça. Il peut aussi ajouter quelque chose. Oui, je peux vous montrer le hardware wallet, comment ça se présente. C'est comme ça. Ici, ça peut contenir une infinité de bitcoins. Et c'est vous-même qui possédez. Mais lorsque vous conservez les bitcoins ici, il faut vous assurer que c'est pas détérioré. Parce que c'est un truc électronique. Donc, si ça tombe dans l'eau ou quelque chose comme ça, mais il faut protéger. Il faut protéger parce que en Kirundi, on dit que Ali Tunga Harumutima. Je sais pas. Yeah. C'est quelque chose comme ça. Yeah. Oui. Donc, il faut vraiment vous assurer que c'est bien protégé. Donc, on peut faire une petite pause. Ok, on peut faire une petite pause et on revient avec les exercices. Mais en résumé, c'était ça. On a commencé à voir le Bitcoin, comment c'est fractionné, et comparativement à d'autres systèmes de transactions mondiales, comment le Bitcoin se positionne. Et après, on a vu les types de wallets. On a vu qu'il y a 3 types de wallets. Il y a premièrement des autodépositaires, il y a deuxièmement des dépositaires et troisièmement, il y a des hardware wallets. Donc, ils sont matériels où vous pouvez conserver hors connexion. Et on a vu la différence de tout ça. Ok, vous avez eu ces wallets. Ok, c'est gentil. Et on va le faire juste après la formation parce que ça gêne un peu. Mais on va continuer avec la formation. On vous promet de faire plus rapidement. Juste après, parce qu'il reste quelques diapos. Donc, c'est mieux de finaliser avec ces séances pratiques. Alors, on va voir les explorateurs Bitcoin. Les explorateurs Bitcoin, ce sont des plateformes qui peuvent vous aider à voir l'historique des transactions, le mouvement de votre transaction, ou bien, la façon dont votre transaction est en train de se comporter, mais aussi les traces par rapport à votre transaction. Alors, il y a la plateforme qui s'appelle Mempool. Mempool, c'est un site qui est là et où il y a toutes les transactions Bitcoin qui ont été effectuées depuis le début du Bitcoin. Ça peut vous aider à vérifier le solde de l'adresse Bitcoin on-chain. Ça peut vous aider à vérifier les détails de la transaction on-chain. Ça peut vous aider de vérifier les frais on-chain actuels.
Ça peut aussi vous aider à vérifier tous les détails du Bitcoin et Lightning. Ça peut aussi vous aider à accélérer la validation de votre transaction. Lorsque vous voulez que ça soit très rapide, mais vous augmentez les frais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont de la connexion Internet, vous pouvez taper Mempool dans vos moteurs de recherche et voir comment ça fonctionne. On va faire plus rapidement. Et l'idée derrière, c'est pas rendre les choses plus difficiles. Parce que ceux qui utilisent l'argent, ils veulent pas savoir de quoi l'histoire derrière l'argent, la philosophie derrière. C'est seulement que vous sachiez que ça fonctionne et comment ça fonctionne. Donc, même pour ça assure la transparence. Parce qu'on nous a dit que le Bitcoin, premièrement, ça garantit aussi la transparence. Vous pouvez taper et mon ami peut vous montrer comment, quoi. Il peut vous montrer les transactions qui se sont faites sur ce site. Oui. Alors, on va... Non, j'aimerais qu'il tape, qu'il voit quoi? Ce site. Mempool. Vous avez pu voir quelque chose. Alors, vous allez continuer à explorer pour voir comment ça fonctionne, comment ça marche, faire même des recherches. Alors, je pense que c'est la question la plus importante, peut-être que vous avez vous tous. Comment est-ce qu'on obtient les bitcoins? Vous parlez toujours de bitcoin. Comment est-ce qu'on peut obtenir des bitcoins? Je pense que ça vous intéresse. Alors, on va voir les moyens que vous pouvez utiliser pour obtenir les bitcoins et les posséder. Alors, le premier moyen, c'est échange pair à pair. Donc, une personne qui vous envoie du Bitcoin, une personne qui vous envoie des sats. Donc, c'est pair à pair. C'est entre vous et cette personne qui vous envoie quoi, ces sats. Premièrement, on dit qu'il y a échange d'argent en personne lors d'une rencontre. Et aussi, c'est aussi risqué parce que à chaque fois, on vous dit que c'est risqué. Il faut vous méfier de quoi? Des arnaques. Il faut vous assurer que vous êtes en sécurité parce que c'est après tout vos stats. Et une autre chose, c'est que c'est à faire uniquement dans un espace public. Donc, si la personne que vous êtes en train d'échanger avec, vous la connaissez pas. Alors, la première, c'est échange pair à pair. Une personne peut décider de vous envoyer. Je peux vous donner un exemple. C'est quand vous partez ici, on peut vous donner vos frais de déplacement en SAT. Donc, c'est pair à pair. Oui. Oui, une notion très importante. Lorsque vous ne connaissez pas la contrepartie, il faut vous méfier. Je vous donne un exemple. Lorsque vous voyez un code quelque part d'une adresse Bitcoin et que vous scannez, vos Bitcoins vont partir alors que vous ne connaissez pas la contrepartie. Donc, il n'y a pas une contrepartie là-dedans. Ou bien quelqu'un vous dit de vous donner l'adresse et puis vous envoyez et tout. Ça va et ça ne revient pas. Donc, il faut vous assurer que vous connaissez la contrepartie. Ouais. Là-bas, on vous propose un wallet qui peut vous aider. C'est une application mobile que vous pouvez utiliser. C'est plus sécurisé. Et c'est aussi, c'est code source. Donc, c'est purement décentralisé. Vous pouvez utiliser ce Vectel. C'est mobile. Vous pouvez checker. Donc, c'est aussi, ça vous demande pas de KYC. Donc, il vous demande pas vos identifiants pour qu'ils vous connaissent. Vous n'avez qu'à vous connecter sur cette application. Ceux qui veulent télécharger peuvent scanner le code. Oui. Ouais. Il y a deuxième moyen de gagner les bitcoins, bien les sats. On vous a dit que le bitcoin c'est complet et les sats c'est petite fraction. Oui, vous pouvez gagner des bitcoins. Premièrement, si vous avez des biens ou des services à vendre, acceptez simplement le bitcoin. Si vous avez des biens ou des services à vendre dans une boutique ou quelque part ou en ligne aussi, vous pouvez accepter des paiements en bitcoin. Ça, c'est un moyen d'obtenir les bitcoins. Et pour les ventes simples, les contrats, la gestion d'une boutique, vous pouvez utiliser votre portefeuille pour générer une adresse de réception et accepter les bitcoins. Vous générez juste l'adresse et puis vous imprimez et puis des gens viennent et scannent le code. Et puis pour les systèmes avancés, le e-shop,
en ligne, vous pouvez rechercher BTC Pay. BTC Pay, c'est une plateforme qui vous permet d'accepter les paiements en Bitcoin. Il y a une petite configuration qui se fait. Et puis, lorsque les gens vous paient directement, les Bitcoins viennent dans votre wallet si votre téléphone est directement dans son même instant. Vous pouvez également gagner des sats en publiant du contenu sur Nostr. Il y a des plateformes Nostr. Alors, Nostr, c'est une technologie, je pense qu'on vous en a parlé dernièrement. C'est une technologie décentralisée qui permet de naviguer, ou bien d'échanger, de dialoguer avec des gens d'une façon décentralisée et d'une façon sécurisée sans qu'on récupère vos données. Alors, il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez publier des contenus et gagner des sats. Vous pouvez aussi écouter des podcasts sur Fountain FM. Et là aussi, lorsque vous écoutez, vous gagnez quelques sats. Il y a un troisième moyen, c'est d'acheter les bitcoins sur un échangeur. Et là-bas, on nous a présenté des échangeurs que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Yellowcard, il y a Bitnob, il y a aussi Nonce. Donc, ça nécessite une identification. Donc, c'est KYC. Et aussi, faites attention. On vous donne toujours des warnings. Donc, il faut faire attention quand vous êtes en train de faire ce genre de transaction. Quand vous voulez acheter des bitcoins sur un échangeur, donc il faudra vérifier si c'est sécurisé et aussi si c'est fiable. Il y a quand les échanges sont en train de s'effondrer, parce qu'on vous a dit que les bitcoins c'est volatile. Il ne faudra pas hésiter à retirer vos bitcoins ou bien à les convertir dans des stablecoins, parce que les stablecoins ça permet de garder la même valeur. Avec le bitcoin c'est un peu volatile, mais il y a des plateformes qui vous proposent des graphes qui vous montrent la tendance, si c'est haussière ou bien si c'est baissière. Donc, il faudra aussi suivre ce genre de conseils. Oui. Ces échangeurs vous permettent de convertir vos monnaies locaux en Bitcoin. C'est principalement cela que ça vous permet. Il y a même la plateforme qu'on a créée récemment qui permet d'interagir avec M-Pesa. C'est une plateforme qui a été créée au Kenya récemment. Donc, lorsque vous utilisez M-Pesa, vous pouvez convertir en Bitcoin ou bien convertir les Bitcoins en M-Pesa très rapidement. Il y a des personnes qui sont intéressées par l'exploitation minière, donc c'est qui veulent qui veulent miner. Pas c'est le minage. Les trucs là qu'on fait avec les scams comme, c'est pas si c'est des scams, comme des P-Network, c'est pas comme ça, mais c'est plutôt des investissements. On achète des machines, ce sont des machines qui résolvent des équations qui sont trop complexes. Donc c'est le métier, il faut investir. Et aussi, quand vous êtes en train de miner, on vous a dit que vous gagnez à partir des transactions que vous avez validées quand vous avez ces machines. Dernièrement, on vous a dit d'aller faire des recherches, aller voir comment ça fonctionne. Je pense que vous avez vu comment ça fonctionne, mais c'est très intéressant et aussi c'est un investissement, mais ça vous permet de gagner des bitcoins. Il y a des jeunes qui sont au Kenya qui travaillent qui font ce genre de métier. Et espérons ici au Burundi que parmi vous, il y aura de quoi. Déjà qu'il faut du minage. Oui. Je vous ai dit que ça demande de l'investissement, aussi du personnel et de l'espace, et aussi et surtout de l'électricité, parce que ce sont des machines qui travaillent en permanence. Donc, il faut un très bon investissement. Ça, c'est la vidéo qu'on vous a montrée. C'est la première vidéo. Il n'y a pas vraiment question d'y revenir. C'est dans le township de Masobé, là où c'est une communauté vraiment qui est construite sur le Bitcoin. Il y a une autre communauté qu'on appelle White Sand. Bon, ils se sont appelés Bitcoin White Sand. C'est aussi une communauté de l'Afrique du Sud. Vous voyez là où il y a le point en Afrique du Sud. C'est là où se trouve White Stand.
Et là, c'est toute une ville pour les vacances. On y va surtout pour les vacances d'été. C'est vraiment une très belle ville où presque toutes les transactions sont faites en Bitcoin. Vous voulez payer l'hôtel, c'est en Bitcoin. Vous voulez acheter du café, c'est en Bitcoin. Vous voulez acheter, je sais pas, une bière ou un soda, c'est en Bitcoin. Vous voulez manger, c'est en Bitcoin. Vous voulez prendre un taxi, c'est en Bitcoin. Donc, vraiment, presque toutes les transactions se font en Bitcoin. Il y a ça, tout data, Africa. Ça vous permet d'acheter des data. Les amanités, les unités de Léo, par exemple. Malheureusement, le temps file très vite. J'allais acheter, par exemple, des unités pour quelqu'un parmi vous. Peut-être pendant la séance pratique, on pourra le faire. Je peux facilement acheter des unités de quelqu'un avec le site là en utilisant le Bitcoin. Et puis, il va recevoir directement les unités de Léo. Il y a aussi Gaiza. Gaiza, c'est une plateforme aussi qui peut vous aider à récupérer des fonds. Ça fonctionne comme GoFundMe. Mais Gaiza, c'est exclusivement Bitcoin. Alors, comme je vous l'ai dit, les Bitcoins sont très gentils. Lorsque vous avez quelque chose, vous pouvez mettre là-bas à Gaiza et puis vous appelez la communauté à vous soutenir et tout. Donc, ça peut vous aider à ramasser les fonds, si ça vous intéresse. Mais entre-temps, même si on est en train de filer, j'aimerais vous dire quelque chose. En fait, on vous a montré des communautés qui utilisent qui acceptent les paiements en Bitcoin, bien qui sont en train d'intervenir dans ce monde de l'adoption du Bitcoin. Et je vous ai dit que vous-même, vous pouvez, avec vos initiatives, j'ai vu, il y a des informaticiens, des informaticiennes, et vous avez, par exemple, des applications qui sont hébergées là, et vous voulez le système de paiement, ou bien vous êtes un artiste simple, et vous avez vos produits en ligne. Pourquoi utiliser les Visa et les Mastercard? C'est trop compliqué, et aussi il y a des transactions qui sont un peu élevées. Mais vous pouvez utiliser un paiement en Bitcoin. Pour dire que vos initiatives, vous pouvez inculquer là, le Bitcoin, parce que ça vous aide. Il n'y a aucune personne qui contrôle ça. Donc ça vous donne la liberté. Rapidement, parce qu'on a un temps limité. Vous pouvez échanger vos Bitcoins contre vos monnaies locales. Il y a des échangeurs. Si vous voulez acheter des Bitcoins, il y a peer-to-peer. Donc on vous a dit de ça. Alors, comment ne pas obtenir des risques? Ce sont des risques, des bonnes pratiques. Oui. Il y a notre départ, des personnes qui sont passionnées par le trading. C'est déconseillé, premièrement, mais c'est pas à dire qu'il faut pas faire ça. Il faut aller donc avec suffisamment d'informations. Il faut vous former, et aussi il faut le faire parce que c'est compliqué. C'est pas facile comme les scams. Les scams, ils nous donnaient tous les astuces, toutes les instructions pour qu'on réussisse en trading. Mais le vrai trading, c'est compliqué. C'est pas facile, donc il faut premièrement apprendre à comment faire le trading. Alors, ne tradez pas si vous n'avez pas de formation là-dessus. Il y a aussi... Oui, pour le trading, pourquoi est-ce qu'on dit ne trade pas? Bon, vous pouvez trader si vous voulez. Mais le trading, ça demande beaucoup de choses. Le trading, normalement, c'est comme le betting. Pour faire le betting, il faut connaître les joueurs, il faut maîtriser les matchs, il faut maîtriser l'historique des équipes, il faut maîtriser les mouvements qui sont en train de se faire au niveau des équipes. Là, on va dire, OK, si je fais comme ça, je vais maximiser les chances et tout. Alors, il faut ce genre d'informations, comme on le fait dans le betting, dans le trading aussi. Parce que dans le trading, il faut connaître les tendances du marché. Il faut connaître l'information, l'actualité, comme on vous l'a dit dernièrement. Il faut connaître l'historique, l'histoire des cryptos, ou bien les tendances des cryptos. Parce que lorsqu'on fait le trading, on fait le trading sur les cryptos en général.
on va dire, OK, il y a un crypto qui est en train de naître, alors je vais investir dans 24 heures, je vais récupérer le double, mais il faut savoir pourquoi. Donc, il faut savoir tout ça. Normalement, pour faire le trading, il ne faut pas, une seule personne ne peut pas faire le trading parce qu'il ne peut pas faire toutes ces analyses. Non, il faut toute une équipe. Il y a des gens qui vous ont dit, OK, je me spécialise dans l'actualité. Et puis, ils vont se faire ensemble. Ils vont mettre toutes ces informations ensemble. Et puis, ils vont savoir là où ils vont acheter, là comment ils vont vendre, etc., etc. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que 95% des traders perdent. Donc, malgré tous ces efforts, malgré tous ces investissements, malgré 95% des traders lose their money. Donc, c'est pourquoi on ne vous conseillerait pas vraiment de trader. Mais pour le Bitcoin, par exemple, bon, ce n'est pas le trading comme tel. Vous pouvez épargner à long terme si ça vous intéresse. Parce que ça a une tendance haussière. Donc, vous pouvez... Mais ne tradez pas aussi avec le Bitcoin pour dire, OK, je vais conserver $100 aujourd'hui, mais dans une semaine, j'aurai des... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être sur 5 ans, sur 10 ans, si ça vous intéresse. Donc, si vous voulez faire le trading, mais sachez que 95% des traders perdent. Ok, c'est comme ça. Donc, il faudra vous former avant de vous lancer dans ce genre de carrière. C'est pas trop facile. Il y a aussi, méfiez-vous des altcoins. Donc, des altcoins, on vous a dit que ce sont d'autres cryptos qui sont pas le Bitcoin. Donc, il faut vous méfier de ça parce que la plupart, ils se déguisent et la plupart, il y a des arnaques dans ces altcoins. Une autre chose, c'est que des altcoins, leur valeur, c'est un peu lié avec la valeur du Bitcoin. Parce que quand le Bitcoin cheat, tous ces altcoins, ils vont cheater parce que c'est le leader. Après tout, c'est le premier crypto qui... Donc, ça perturbe tout le système des cryptos. Alors, il faudra quoi? Penser au Bitcoin. Quand vous êtes en train d'utiliser les altcoins, c'est un peu compliqué parce que ça dépend du Bitcoin. Donc, c'est comme le leader des autres cryptos. L'autre conseil, c'est de garder vos propres clés. Bon, si ça marche, si vous avez un grand montant, utilisez les portefeuilles autodépositaires, comme on vous en a parlé, et ne prêtez pas votre Bitcoin en échange de rendement, c'est-à-dire en échange de bénéfices quelconques, des promesses de bénéfices quelconques. Parce que le Bitcoin en soi, normalement, c'est régulé juste par la loi de l'offre et de la demande. Mais lorsque vous convertissez en des rendements ou bien, je sais pas, en des promesses fous ou folles, vous pouvez facilement perdre vos bitcoins. C'était le système qui était utilisé par FTX. FTX, c'était comme Binance aussi. Mais là-dedans, il y avait des promesses ivres, si je peux dire ainsi. On vous disait, OK, investissez comme ça, vous allez recevoir comme ça. Mais aussi dans le Binance Diana, mais bon, peut-être que je sais pas, j'en sais pas beaucoup. Mais FTX exagérait, mais il était planifié au tel point qu'à un certain moment, ils vont disparaître avec les fonds des gens. Et ils l'ont fait. Donc, c'était ça. On vient de faire quoi? C'est désillusionné, c'est pas. Mais c'est un monde qui est plein d'opportunités. Donc, dans la présentation qui va suivre, il y aura tant d'autres choses qu'on va vous montrer, comment gagner les bitcoins, comment... On vous a dit, il y a aucun moyen facile qui peut vous aider quoi, à gagner des bitcoins, plutôt de l'argent. Normalement, en général, c'est comme ça. Mais c'est un monde qui est à la phase expérimentale pour dire qu'il y a plein d'opportunités. Donc, on va vous montrer d'autres opportunités dans la séance qui va suivre avec le Graduation Day. Mais aujourd'hui, on était en train de vous montrer la réalité, de vous montrer la philosophie derrière, de vous donner des warnings. Donc, il ne faudra pas dire que c'est un monde où vous pouvez aller 10 jours au lendemain, vous gagnez de l'argent facilement. Mais ce n'est pas ça. Mais il y a ces moyens de gagner.
pouvez travailler et gagner de l'argent. Plutôt gagner des bitcoins ou bien des sats. Pouvez faire quoi? Écouter des podcasts, gagner des sats. Pouvez devenir un écrivain et gagner des sats. Pouvez faire quoi? Donc, c'est tout un écosystème. Donc, il y a des opportunités, il y a trop même. On va vous les montrer, mais pour le moment, on vous montre ce qu'il ne faut pas faire dans son monde. Si vous voulez. Alors, vous lui envoyez de l'argent, des bitcoins, ou bien surtout, la plupart connaissent les USDT, travaillent avec les USDT. Vous pouvez aussi transformer vos bitcoins en USDT si vous voulez. Et alors, vous lui envoyez de l'argent, et puis il vous donne de l'argent liquide, ou bien il vous donne il vous envoie ça sur les Mikash. Mais aussi, si vous voulez, vous autres, vous pouvez accepter ce genre de dépôt et puis vous donner de l'argent à quelqu'un. Mais bien sûr, il y a de l'intérêt là-dedans. Vous assurez quand même que vous gagnez. Parce que c'est le business. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici au Burundi. Ok, merci beaucoup. Ma question, c'est celui-là. Je voulais savoir si, en ce qui concerne les transactions, est-ce que c'est possible de faire une transaction depuis un wallet, par exemple, wallet Satoshi, vers Brink, Bitcoin Brink? Et je ne sais pas, j'ai vu l'application qui s'appelle Brink ici. Je voulais savoir si la transaction est possible dans un portefeuille du marque Brink vers l'autre portefeuille de l'autre marque. C'est ça ma question. Ok, c'est une question qui est très importante. Donc, il y a des wallets qui proposent ce genre de fonctionnalité. Et il y a aussi d'autres wallets qui n'ont pas ce genre de fonctionnalité. Donc, ça dépend des politiques. On vous a montré Blink Beach Wallet et Wallet of Satoshi. C'est pas que c'est des wallets. Il y a d'autres wallets mais ça dépend. Ça dépend du wallet que vous utilisez. Mais pour Wallet of Satoshi, je crois que vous pouvez faire une transaction vers une autre wallet. C'est faisable. Pour compléter mon collègue, il suffit que ce soit un réseau Bitcoin. C'est tout. Vous pouvez envoyer de l'argent vers Machankura Blink Wallet, ou Blink Wallet to Wallet of Satoshi, Blink, Moon, Phoenix, tout ce que vous voulez. Il suffit juste que ce soit un réseau Bitcoin. Ok. Et aussi, vous choisissez le réseau que vous utilisez. Donc, si c'est le Lightning, si c'est le on-chain, vous pouvez faire une transaction. Est-ce que je peux je peux acheter des unités pour quelqu'un en utilisant le SAT2 Data et je vais utiliser le Bitcoin? Quelqu'un a un numéro Léo où il connaît? Il y a le SAT2 Data qui Clément. vous avez vu. Bon, ça peut être difficile sur ordi. Alors, votre numéro. Attends. 79. 79 65 12 12. Ok. 79 65 12. Ok. Je vais t'envoyer les unités de prénom 1000 francs. Alors, c'est ça. Je vais ouvrir dans le wallet. Ou bien je peux, oui, je peux ouvrir directement. Dans Wallet of Satoshi par exemple. Et puis, j'envoie. J'ai envoyé. Est-ce que tu as le numéro ici? Ok.
Oui, c'est déjà arrivé. Il vient de recevoir 1000 francs. Donc, Ok. ça fonctionne comme ça. Il y a Léo qui utilise déjà ce genre de fonctionnalité. Donc, vous aussi, vous pouvez utiliser ce genre de fonctionnalité. Le temps qui était prévu, je pense qu'on a déjà dépassé. Oui. Ok. Je ne sais pas s'il y a Alors. d'autres questions, mais 2 ou 3 questions deux ou trois rapides. questions. Et S'il n'y en a puis, pas, on peut continuer. Et on garde ces questions comme suspense pour la fois prochaine. Et la fois prochaine, on vous garantit que ça va être très intéressant parce que on va vous montrer des opportunités qui sont si vous voulez travailler, gagner des sats, comment vous pouvez faire. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'était un plaisir. On va juste prendre une photo de famille et recevoir des frais de déplacement et rendez-vous la fois prochaine. Vous pouvez le dire un petit mot et on termine. oui, c'est juste un petit mot de remerciement pour avoir persévéré jusqu'aujourd'hui, mais aussi pour vous inviter pour le Graduation Days de la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine. Ça sera une célébration, il faut vous y préparer. On va vous préciser le lieu de la prochaine formation, là où on va faire une petite célébration. Et pour les livres, allez les lire, partagez avec les autres aussi. Je pense que vous condamnez pour le moment. Alors, mais assurez-vous de revenir avec les livres samedi prochain pour que ça puisse nous aider à préparer notre bibliothèque à Gitega. Alors, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et félicitations à ceux qui ont réussi des gifts. La fois prochaine, il y aura aussi des petits cadeaux. Donc, on peut prendre une photo de famille et on termine. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes spécial.